Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le professeur Mohamed Cherif Ferjani. Professeur Mohamed Cherif Ferjani est un professeur d'émérite à l'Université de Lyon, politologue, essayiste et en plus de ça, c'est plus important, un militant politique. Mohamed Cherif Ferjani, soyez le bienvenu aujourd'hui parmi nous. Merci, je remercie le Centre international de recherche internationale La Voix des victimes de m'avoir invité pour la deuxième fois. Ils m'ont déjà invité à participer à un panel sur la radicalisation. Je suis honoré par cette invitation et j'essaierai de faire de mon mieux pour répondre à vos attentes. Merci beaucoup. Professeur Mohamed Cherif Ferjani, notre première question, quelle est votre définition de l'islam politique et quelle est la frontière entre l'islam politique et l'islam comme religion pratiquée? Bon, l'islam en tant que religion, c'est une voie de salut pour ceux qui y adhèrent, comme l'est le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme ou n'importe quelle religion qui se définit comme une voie de salut répondant à ce besoin essentiel de l'être humain qui est la quête de sens, donner du sens à sa vie, à son existence, à son action, à sa relation aux autres et au monde. Ça, c'est l'islam en tant que religion. L'islam politique, pour moi, il participe de cette idéologisation des religions au contact de la modernité, en réaction à la modernité, qui offre d'autres voies de salut, d'autres voies de délivrer du sens et qui contribue à l'émancipation des champs qui étaient jusqu'à l'époque moderne tributaires des autorités religieuses. Cette réaction, elle est sur le mode des idéologies modernes, à savoir, c'est une forme de sécularisation du religieux, comme dirait Farhad Khosrow Khabar. Farhad Khosrow Khabar parle de idéologisation des religions, toutes les religions, et il y voit un signe de sécularisation du religieux lui-même qui passe par deux étapes. Première étape, une transformation des religions en utopie en vue de ériger un système totalitaire englobant tout et se présentant comme une alternative à la démocratie, à la modernité et aux idéologies modernes. Et de ce point de vue, il n'y a pas une exception islamique. C'est la thèse que je défends depuis les années 80, depuis que j'ai commencé mes recherches. Il n'y a pas une exception islamique. L'islam politique, c'est comme le christianisme politique au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et cette réaction de rejet de la modernité, rejet de la démocratie comme étant l'hérésie des temps modernes, rejet de la laïcité comme étant l'État sans religion, l'État sans Dieu, l'État sans morale, et comme étant aussi l'éducation, tout ce qui est laïque est considéré comme étant sans Dieu et par là sans morale. Donc, j'ai commis une recherche comparant l'islam politique avec le christianisme politique et j'ai montré que sur les thèses essentielles concernant la démocratie, la laïcité, les droits des femmes et la liberté de conscience, il y a une parfaite similitude entre christianisme politique et islam politique, mais on dirait la même chose pour les autres religions. Je profite de cette séance pour ajouter ma voix à celles qui se sont élevées contre la tentative d'assassinat de Salman Rushdie suite à une fatwa appelant les musulmans à le tuer au lendemain de la publication de son livre Les versets sataniques. C'est une forme d'atteinte à la liberté de conscience que les formes traditionnelles de religiosité, comme l'idéologisation de la religion,
toutes les religions n'admet pas et donc continue à vouloir maintenir le délit de blasphème et cette épée de Damoclès sur la tête des libres penseurs et sur la tête de ceux qui revendiquent et pratiquent la liberté de conscience. Professeur Mohamed Cherif Ferjani, voyez-vous l'échec de l'islam politique, ça veut dire les mouvements de frères musulmans en Égypte, en Tunisie, en Libye, juste après la révolution arabe, le printemps, entre les guillemets, le printemps arabe, tout en sachant que ces mouvements n'ont pas en réalité participé dans les mouvements populaires, mais ils ont profité de l'occasion pour sauter sur la possibilité de gouverner, de diriger, etc. Comment vous voyez l'échec de ces mouvements à la tête du pouvoir et est-ce que ces déceptions, échecs ont-elles influencé surtout les frères musulmans en Occident? Alors, je commence par préciser que l'islam politique ne se résume pas aux frères musulmans. La Jama'ati Islami de Abu al-A'la al-Mawdoudi au Pakistan participe de l'islam politique. Les différentes formes de salafisme, les mouvements salafistes également participent de l'islam politique. L'islam, le Hezbollah au Liban et le chiisme tel que prôné par Khomeini et par les mouvements chiites revendiquant une dimension politique et idéologique de l'islam participent de l'islam politique. Donc, il y a différentes expressions de l'islam politique. Pour ce qui est de l'échec de ces mouvements qui, vous avez raison, n'ont pas participé aux révolutions, très important de dire que ces mouvements étaient à l'origine hostiles à la révolution, comme l'étaient les conservateurs, la réaction à la suite de la Révolution française durant tout le 19e siècle, 18e siècle et tout le 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le vocable révolution était diabolisé par les idéologies religieuses, toutes les idéologies religieuses, dont l'islam politique. Et de ce point de vue, cette attitude faisait qu'ils ne pouvaient pas participer au mouvement révolutionnaire. Mais une fois ces mouvements ont triomphé, ils ont essayé donc de les investir et de les détourner de leurs objectifs. Et à mon avis, il y a un échec de l'islam politique au pouvoir en Égypte, en Tunisie, au Maroc, là où ils ont participé à la direction des affaires politiques, seuls ou avec d'autres. Mais il est trop tôt pour parler de l'échec définitif de l'islam politique. Depuis les années 80, mon ami et collègue Olivier Roy parle de l'échec de l'islam politique. Gilles Kepel parle de l'échec ou de la fin de l'islam politique. Et je crois qu'il faut être très prudent. Pourquoi il faut être très prudent? Parce que l'islam politique participe d'un mouvement international que j'ai appelé dans mon nouveau livre Néolibéralisme et révolution conservatrice, d'un mouvement de révolution conservatrice qui a commencé dans les années 70, qui a triomphé avec Reagan, Thatcher, Reagan aux États-Unis d'Amérique, Thatcher en Grande-Bretagne, et qui a différentes expressions. Des expressions qui sont parfois religieuses, d'autres qui sont nationalistes, identitaires, et qui a des expressions en Russie, en Inde, en Amérique du Nord, les Tea Party, les néoconservateurs, les mouvements suprématistes en Amérique du Nord comme en Europe, participent de cette révolution conservatrice. Et l'islam politique n'est qu'une des expressions de cette révolution conservatrice
qui malheureusement n'est pas prête de s'éteindre parce que elle profite de du néolibéralisme à l'œuvre dans les processus de mondialisation un peu partout et qui, dès l'expérience de Pinochet au Chili dans les années 70, était en mariage avec telle ou telle forme de l'expression, telle ou telle expression de la révolution conservatrice. Et tant que ce néolibéralisme est dominant dans l'économie mondiale, imprime sa logique aux politiques publiques dans les différents pays, tant que ces mouvements ont de beaux jours devant eux et on ne peut les vaincre sans et les combattre de façon efficace sans combattre en même temps le néolibéralisme qui génère des inégalités, génère des exclusions et ne laisse aux exclus et aux victimes de l'économie du marché que les formes identitaires, les formes de repli identitaire, les replis sur des identités meurtrières, dirait Amin Maalouf, comme c'est le cas de l'islam politique. Je ne vous entends pas, monsieur. Oui, je m'excuse. Oui. Voilà. Professeur Ferjani, pensez-vous que aussi l'Occident a une part de la responsabilité de la progression des mouvements de l'islam politique à cause du double discours et à cause du deux poids, deux mesures de traitement? L'Occident est responsable d'avoir donné refuge et d'avoir financé ces mouvements. Il a fait d'elle un allié démocratique. Il ne faut jamais oublier que Rachid Ghannouchi, il a été reçu. Rachid Ghannouchi, Rachid Ghannouchi, une figure de l'islam politique accusée par l'assassinat de militant secret Bil'Aïd, Haj Mohamed Brahmi. Il a été reçu dans des parlements européens, dans la Commission européenne, aussi Abdelhakim Ben Belhaj, une figure emblématique de l'État islamique en Libye, il a été reçu. Est-ce que vous pensez que l'Occident a aussi de responsabilités? L'Occident officiel, institutionnel, qui a comploté pendant des décennies avec le wahhabisme, qui a mis les tapis rouges pour le wahhabisme, le saoudien et tout. Est-ce que vous pensez que aussi l'Occident a une part de responsabilité? Alors, l'Occident est un mot fourre-tout. Je renvoie les éditeurs à la lecture du livre magistral de Georges Corme, Le mythe de l'Occident. Je crois on oppose un islam mythique et monolithique à un Occident mythique et monolithique. Je préfère parler des puissances de l'Amérique du Nord et de l'Europe et même d'autres puissances qui ont capitulé devant le néolibéralisme, qui ont intérêt à collaborer avec ces mouvements dans lesquels ils ont vu une alternative crédible, un allié possible à la place des dictatures qui ont échoué, qui ont régné, comme celle de Ben Ali en Tunisie, de Hosni Moubarak en Égypte, toutes ces dictatures qui ont échoué et qui ont été vomies par les sociétés en place. On a cherché un allié qui pourrait assurer, crédible, qu'on pourrait. Et depuis les années 80, on a commencé à vendre l'islam politique dans les pays arabes comme on le présente d'abord comme l'islamisme modéré. On lui prête les traits de la modération et on dit même qu'il est compatible avec la démocratie. On a même anticipé sa participation à des élections électorales dans lesquelles il est rentré, non pas par adhésion, par conversion à la démocratie ou aux droits de l'homme,
mais comme un moyen d'accéder au pouvoir, faute d'avoir échoué d'y accéder par les voies préconisées au départ, la violence, les coups d'État. Donc, il y a de ce point de vue-là une mystification de la part des grandes puissances qui ne cherchent qu'à défendre leurs intérêts dans le monde arabe, en Afrique, dans les pays qu'ils ont dominés auparavant, et qui sont prêts à s'allier avec n'importe quel mouvement politique qui accepte de ne pas remettre en cause leurs intérêts, leurs privilèges dans ces pays. Donc, de ce point de vue, il y a effectivement une complicité fondamentale qui a été à l'origine. Rappelons-nous, en Tunisie, vous avez cité le cas de Rachid Ghanouchi, en Tunisie, en 2012-2013, suite aux assassinats politiques, précisément de Choukri Belaïd et de Mohamed Brahmi, il y avait un mouvement, une tentative de faire passer une constitution islamiste le 1er juin 2013, présentée comme étant la meilleure constitution du monde. Il y a eu un soulèvement en Tunisie. Il y a eu le coup d'État de Sisi en Égypte contre les frères musulmans, vendu là aussi comme une alternative démocratique à la dictature de Moubarak. Et je dis cela, j'ai écrit à l'époque un article pour parler de l'échec de l'islam politique en Tunisie et en Égypte. Mais cet échec a profité en Égypte à un coup d'État et à une dictature qu'on ne souhaite pas, dont souffrent, que subissent avec violence tous les démocrates, toutes les expressions de la société civile. La même chose en Tunisie. Ce n'est pas parce qu'on dénonce Rachid Ghanouchi et la politique d'islamisation qu'il a tenté comme en Égypte, mais il a rencontré face à lui la société civile, pas l'armée comme en Égypte, mais la société civile qui a résisté. Et toute cette mobilisation a été poignardée dans le dos par la rencontre organisée par Washington, la communauté européenne et la France à Paris entre Rachid Ghanouchi et Beji Caid Sebsi. Et ce compromis trouvé entre les deux pour transformer le dialogue national en sauvetage pour l'islam politique. Et jusqu'à maintenant, même si on n'est pas d'accord avec le coup d'État de Kais Saïd en Tunisie du 25 juillet 21, et même si on est contre le processus et le simulacre de consultation populaire et le simulacre de référendum sur le nouvel, même si on est contre cela, on ne peut pas le dénoncer au nom d'un retour à la démocratie, comme si avec les islamistes au pouvoir, il y avait la démocratie auparavant. Et on ne peut pas, même si on est contre la dictature de Sisi, Abdel Fattah Sisi en Égypte, on ne peut pas dire que Abdel Fattah Sisi a fait un complot contre la démocratie. Il n'y avait pas de démocratie. C'est un projet de dictature contre un projet de dictature théocratique que les islamistes en Égypte comme en Tunisie ont essayé de mettre en place, mais en s'adaptant aux conditions des deux pays. Donc, continuer à dire que appeler Kais Saïd à un retour à la démocratie est une manière de dire, de prétendre que les gouvernements dominés par l'islam politique, par Rachid Ghanouchi en Tunisie et par les islamistes en Égypte étaient des mouvements démocratiques et donc on peut retourner à la démocratie. Non, la question ne se pose pas en ces termes. C'est on dénonce, on refuse de retour à l'avant 25 juillet en Tunisie parce que précisément c'était un coup d'État d'une autre manière contre les aspirations de la révolution, un coup d'État rampant, contrairement au coup d'État de Kais Saïd qui était donc violent en quelque sorte et qui arrivait d'un seul coup. On assistait en Tunisie comme en Égypte avant ces coups d'État à un coup d'État rampant essayant d'extirper ce qu'on appelait l'État profond
pour le reconstituer à partir de la matrice des frères musulmans de façon antidémocratique. J'aimerais bien ajouter, si vous permettez, professeur Ferjani, que Qais Saïd il a été le candidat de Nahda et des partis salafistes et tout en deuxième tour. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Non, C'est une imane. d'accord, mais c'était un candidat faute de mieux. Ils avaient leur candidat Abdel Fattah Mourou, comme Abdel Fattah Mourou a échoué, donc ils se sont rabattus sur Qais Saïd en pensant que Qais Saïd, qui n'a pas derrière lui un parti et un mouvement politique, ils pouvaient le manipuler comme ils ont fait avec Monsef Marzouki. Donc, ils pensaient que ce serait un pantin comme Monsef Marzouki et ils allaient le manipuler. Sauf que là, ils se sont trompés sur le profil de ce candidat et ils se mordent les doigts parce que, précisément, Qais Saïd n'est pas manipulable comme l'était Monsef Marzouki. Oui. Pour empêcher la domination des musulmans par l'infiltration des musulmans par les institutions et les mouvements de l'islam politique, il y a une tendance de créer une dynamique de la société civile musulmane, des associations, des groupes de réflexion, des think tanks, etc. Malheureusement, on a constaté la tendance, surtout des autorités publiques, de marginaliser ces entités et de limiter la représentativité des musulmans seulement dans des lieux de culte. Vous êtes dans des mosquées, vous restez vous restez là-bas avec un seul projet, un couscous pour Ramadan, quelques festivités de Ramadan, etc. Je vous donne un exemple, par exemple, professeur Ferjani. Depuis quelques semaines, le Centre Islam et Société de Fribourg a publié un rapport sur le lien, de la société musulmane, ça veut dire les mosquées exclusivement, avec l'étranger. Avec l'étranger. En vérité, ce rapport m'a choqué personnellement et je pourrais le qualifier de nouvel échec scientifique car ce rapport s'est contenté seulement de quelques centres islamiques, à savoir les mosquées, rien que ça, mais a oublié les forces de la société civile musulmane, les associations, les fondations, et les groupes de réflexion, les hawza chiites, les cercles de sophisme, les ahmadis, les alavites et tout. Hein. Même la diversité de la société musulmane a été négligée. En réalité, les interrogations autour de la pédagogie de travail de ce centre se multiplient dans la société musulmane, car je connais très bien personnellement les arbres qui cachent la forêt à propos de ce dernier. Selon vous, l'intervention étrangère, notamment sous forme de ce qu'on nomme l'islam consulaire, est-elle toujours d'actualité avec le changement de la stratégie de l'Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite, on fait tout, on accepte tout sauf être qualifié comme État de l'islam. L'Arabie Saoudite, l'Émirat, ils ont changé de stratégie. Comment vous voyez l'islam consulaire aujourd'hui, professeur Ferjani, qui a été responsable aussi de la prolifération de l'islam politique? J'avoue, je ne connais pas le cas spécifique de l'islam en Suisse, mais je crois qu'il y a des principes généraux qui doivent régir la politique publique. Mais il faut tenir compte que les pouvoirs publics en Suisse, comme dans le reste de l'Europe et comme en Amérique du Nord, il ne faut pas oublier que ce sont des pouvoirs publics qui ont capitulé devant la logique du néolibéralisme. Et en capitulant devant la logique du néolibéralisme, ils ont renoncé au rôle social de l'État, la responsabilité de l'État dans le maintien du lien social à travers les droits économiques, sociaux,
les droits culturels, dans l'éducation, dans la santé, etc., dans le logement social, dans les transports, en démissionnant par capitulation devant la logique du néolibéralisme, de son rôle social, l'État a laissé la place à l'émergence d'autres acteurs qui prennent en charge sur un mode communautaire du lien social. Et donc, pour moi, la vraie société civile, elle ne doit pas être euh, euh, en termes d'appartenance religieuse. La vraie société civile, elle doit être en termes de référence aux droits humains, aux principes d'égalité, aux principes de liberté et aux principes donc qui sont à la base concrétisés par les droits universels des êtres humains. Donc ça, c'est très important pour moi, c'est fondamental. Or, cela aujourd'hui n'est pas en odeur de sainteté pour le néolibéralisme qui dicte les politiques publiques dans les différents pays, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord que dans le reste du monde. Il faut être. Donc, tant que l'État ne joue pas son rôle dans le maintien du lien social à travers des solidarités garanties en termes de droits par des services publics, il y aura la place pour la manipulation, pour le repli et pour toutes ces forces, qu'elles soient internes ou externes. Vous parlez de l'Arabie saoudite ou de l'islam, mais souvent, c'est les États républicains dits laïcs, sécularisés, qui font appel à cela parce qu'ils n'ont plus les moyens d'entretenir le lien social par eux-mêmes. Et donc, c'est une hypocrisie. Dire qu'on va combattre les replis communautaristes sans remettre en cause les politiques qui ont mis à mal le lien social, qui ont mis à mal les services publics, qui ont mis à mal les droits économiques et sociaux, c'est comme si on verse des larmes de crocodile sur le sort de la laïcité, des valeurs de la République et donc des solidarités républicaines. Non, je crois que il faut regarder là le problème. Et tant qu'on n'a pas mis le doigt là-dessus, la porte est large. C'est une autoroute ouverte et à l'islam politique et au repli communautariste sur différentes religions, le judaïsme traditionnel dans les communautés juives, l'intégrisme catholique, le fondamentalisme, les églises anglicanes venues de l'Amérique du Nord qui sont aujourd'hui plus représentées en Europe que l'église réformée traditionnelle. Je crois que c'est là qu'il faut mettre, attirer l'attention et ne pas se tromper en disant que c'est l'islam consulaire, c'est l'Arabie saoudite, c'est le Qatar. On crée le vide qu'ils remplissent eux. Donc, commençons par remplir ce vide et ne pas laisser ce vide. Donc, à ces puissances qui manipulent précisément l'absence de services publics, l'absence de droit, l'absence de solidarité en termes de droit et qui appellent donc à contrario des solidarités en termes de droit à la charité. Et vous savez, aux États-Unis d'Amérique, dans les traditions nord-américaines, on préfère la charité au droit économique parce que la charité, on la quémande. Si on l'a, on dit merci. Si on ne l'a pas, on n'a rien à dire. Par contre, le droit, c'est lui qui est émancipateur. Donner des droits aux gens, ils taperont du poing sur la table et ils le réclament le jour où ils n'ont pas ce droit-là. C'est ça qu'on ne veut pas. Et aujourd'hui, le néolibéralisme, c'est précisément remplacer les droits par la charité. Professeur Mohamed Cherif Ferjani, le militant, professeur Mohamed Cherif Ferjani, le militant politique, le militant qui a vécu l'emprisonnement, l'exil, l'éloignement, la liquidation des comptes, etc. Vous étiez toujours à côté des victimes, à côté des opprimés,
vous étiez toujours un militant pour les libertés, pour la liberté de conscience, surtout la liberté de pratique politique, religieuse, etc. Comment vous voyez aujourd'hui la montée de l'islamophobie? Comment vous voyez aujourd'hui la diabolisation de l'islam et des musulmans par l'extrême droite? Les musulmans sont chassés aujourd'hui, sous-estimés, stigmatisés. Est-ce que Mohamed Cherif Ferjani aussi considère que quelques voix négationnistes arabéki qui croient dans toutes les libertés, pour toutes les sensibilités religieuses, à l'exception du musulman? Comment voit la situation Mohamed Cherif Ferjani? Je crois que très important de rappeler, bon, c'est très important, je relativise ce que j'ai subi. J'ai été condamné comme prisonnier politique, puis j'ai été libéré au début des années 80, en 1980. Donc, j'ai choisi le retour en France parce que je n'avais aucun avenir en Tunisie en tant qu'ancien prisonnier. Donc, et entre parenthèses, vous avez insisté de ne pas demander l'endommagement comme... non, je ne demande pas le dédommagement parce qu'on ne demande pas un dédommagement pour avoir exercé un droit et jouer son rôle. C'était normal et si c'est à refaire, je le refais, il n'y a aucun problème. Et je ne demanderai rien, je n'attends rien en contrepartie. Mais je tiens à relativiser le sort des prisonniers politiques sous le régime de Bourguiba. Je ne sais pas sous le régime de Ben Ali, je ne l'ai pas vécu. Je ne sais pas quel est le sort réservé aujourd'hui. Mais sous le régime de Bourguiba, comparé à ce qui se passait sous Hassan II au Maroc, sous d'autres régimes arabes ou musulmans, en Syrie, en Irak, en Iran, en Turquie et ailleurs, je crois qu'il faut relativiser. Quand on faisait les grèves de la faim, on faisait peur au pouvoir de Bourguiba. Thatcher a laissé mourir les Irlandais, en grève de la faim. Le régime de Bourguiba n'a pas fait cela. Donc, c'est très important de relativiser la répression que nous avons connue. Je tiens à le dire parce que souvent, on a tendance à jouer aux héros et à exagérer ce que nous avons vécu. Bon, la répression, c'est une répression inadmissible, ça c'est sûr. Nous avons été victimes de violations de nos droits parce que nous avons milité pour le respect, pour jouir de ces droits, ça c'est vrai et c'est inadmissible. Mais il ne faut pas exagérer, il faut relativiser les choses. Je ferme cette parenthèse. Pour ce qui est de l'islamophobie, j'étais parmi les premiers à avoir utilisé le terme islamophobie au début des années 90. Et pour moi, même là aussi, même si je relativise, parler d'islamophobie d'État, comme le font certains, c'est exagéré. Il n'y a pas d'islamophobie d'État parce qu'il n'y a pas de loi qui vise spécifiquement les musulmans, comme il y a eu un anti-judaïsme d'État, un antisémitisme d'État pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'on n'en est pas là. Mais l'islamophobie est une réalité et on ne peut pas établir une hiérarchie entre les formes de racisme, entre les formes de xénophobie. Et il faut condamner toutes les formes de xénophobie, celles qui visent les juifs, celles qui visent les homosexuels, celles qui visent les femmes, celles qui visent telle ou telle minorité religieuse, comme celles qui visent les musulmans, perçus comme une menace. En tant que Jean-François Poncet, qui était ministre des Affaires étrangères en France, qui était à l'UDF, écrivait au début des années 90 dans un article publié dans Le Monde la veille de l'invasion de l'Irak, la construction européenne est confrontée à trois défis. Un défi écologique,
un défi économique identifié par les dragons du sud-est asiatique et un défi idéologique, deux points, l'islam. Ce n'est pas l'islam politique, c'est l'islam, il écrit. Et effectivement, Fedorovski, qui était un spécialiste de l'Occident en Russie et qui continue aujourd'hui un écrivain, il a eu la nationalité française, il a fui la Russie, disait que nous sommes en train, à la fin, après la chute du mur de Berlin, nous sommes en train de vous jouer un sale tour, vous les Européens, nous sommes en train de vous priver d'ennemis. Mais il n'a pas vu que l'ennemi vert a remplacé l'ennemi rouge après la chute du mur de Berlin. Et l'ennemi vert, ce n'est pas l'islam politique, c'était l'islam en tant que religion. Et les musulmans en tant qu'adeptes d'une religion. On a besoin toujours de la figure de l'ennemi pour ressouder. Il faut faire peur à la population pour lui faire admettre des politiques antipopulaires au nom de la peur d'un ennemi. Avant, c'était l'ennemi rouge, l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, et après, c'était l'ennemi vert. Samuel Huntington, dans le Clash des civilisations, parle de l'ennemi, une connexion islamo-confucianiste. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu cette connexion, mais c'est une manière de faire peur à ce qu'il appelle l'Occident et souder l'Occident, cet Occident, autour des États-Unis d'Amérique, autour des intérêts des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas les intérêts des autres pays occidentaux. Et c'est ça que les puissances européennes, la communauté européenne, les États européens n'ont pas compris. Les intérêts des États-Unis d'Amérique ne sont pas les intérêts de l'Europe. Et ils ne sont pas comme on le présente les intérêts de l'Occident. Ils ne sont pas comme on le présente les intérêts de l'humanité, de la communauté internationale. Ça, c'est de la mystification. Faire passer les intérêts de la plus grande puissance qui domine le monde pour l'intérêt de l'humanité ou l'intérêt de l'Occident. Donc, c'est très important de préciser. La xénophobie est un des moyens, Spinoza l'avait identifié depuis le XVIIe siècle comme un moyen de souder les rangs d'une nation. Si vous voulez créer une unité à l'intérieur, crier à l'ennemi extérieur. Et la théorie du grand remplacement et de l'invasion de l'Europe, de l'islamisation de l'Europe, procède de cette islamophobie. Elle est inadmissible. Et il est très important que tout le monde se rende compte. On commence par stigmatiser une partie de la population. Une fois cette population, donc on a fini avec cette population qu'on a stigmatisée, quand on s'installe dans ce processus de xénophobie, ça ne s'arrête jamais. Ça viendra après le rôle des autres. Et la montée de l'extrême droite, la montée du discours alimenté par le mythe de la grande transformation est précisément liée à ce phénomène de xénophobie générale qui aujourd'hui vise les musulmans, mais pas seulement les musulmans. Tout ce qui est autre est visé. Lisez les discours de cette extrême droite, de cette droite identitaire, de Zemmour au Front National et aux néo-nazis en Allemagne, aux néo-fascistes, au mouvement fasciste et néo-franquistes, les néo-conservateurs aux États-Unis d'Amérique. Là, il commence par un élément visible et qui est facile à stigmatiser, et après on élargit à d'autres. Regardez la loi, l'abrogation de la loi sur l'IVG aux États-Unis d'Amérique qui est arrivée. Ça ne s'arrête jamais. On commence par un ennemi et après, quand on a fini avec cet ennemi-là, on trouvera d'autres ennemis dans la logique de la xénophobie. Donc, l'islamophobie est un fait et on ne peut pas hiérarchiser les formes de xénophobie. On ne peut pas considérer que certaines formes de xénophobie, comme l'islamophobie, sont acceptables et sont compréhensibles et d'autres sont inacceptables et inadmissibles. Non, quand on est humaniste, quand on est défenseur de l'humain, de l'universalité de l'humain et de ses droits, on n'établit pas de hiérarchie entre les membres du genre humain, entre les droits humains et entre les formes de xénophobie.
Mohamed Cherif Ferjeni, merci infiniment pour votre présence avec nous. Ça a été un honneur pour nous. On vous recevra prochainement à Genève en présentiel. Merci infiniment et à la prochaine. Merci infiniment. Merci à vous et je termine toujours en relançant un appel à ces musulmans qui se plaignent de l'islamophobie de joindre leur voix à ceux qui dénoncent ce qui est arrivé à Salman Rushdie, quoi qu'on pense de ce que a écrit Salman Rushdie. Si on n'est pas d'accord avec Salman Rushdie, on répond à ses écrits par des écrits. On répond à ses idées par des idées, mais on ne peut jamais admettre le recours à la violence comme moyen de faire taire un avis avec lequel on n'est pas d'accord. Merci infiniment, Mohamed Cherif Ferjeni. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup.